Peut-être que je devrais juste faire tout ce que je veux, menaçait-elle lors de chaque désaccord. J'ai répondu, d'accord. Commence par te trouver un nouvel endroit où vivre. Sa menace en l'air s'est heurtée à mon action réelle. L'odeur du charbon de bois et des hamburgers grillés flottait dans le jardin de Roger à Buckhead. C'était l'un de ces parfaits dimanches de fin septembre à Atlanta, le genre de journée où la chaleur finit par tomber et où l'on peut rester dehors sans se liquéfier sur le béton. Les Falcons jouaient contre les Saints sur le grand écran que Roger avait installé sur sa terrasse arrière. Et une douzaine d'entre nous s'étaient réunis pour regarder le match, boire de la bière et prétendre que nous n'avions rien de mieux à faire que de crier sur une télévision. Je me tenais près de la glacière, une IPA de Sweetwater qui perlait dans ma main, écoutant d'une oreille distraite une conversation sur l'amélioration de la ligne offensive depuis la saison dernière. Brianna était de l'autre côté du jardin, parlant à Léa, son amie du travail. Toutes deux riaient de quelque chose sur le téléphone de Léa. Tout semblait normal. Détendu. Le genre de dimanche qui vous fait oublier pendant quelques heures au moins la tension qui s'accumule à la maison depuis des mois. Roger retournait les hamburgers sur son Weber avec l'assurance d'un homme qui grillait de la même manière depuis 15 ans. Sa femme, Kelly, disposait les condiments sur la table de pique-nique, dirigeant la circulation comme si elle gérait un petit restaurant. Deux de mes collègues de la tour, Steve et Marcus, se disputaient de bonne humeur pour savoir si la défense préventive avait jamais vraiment empêché quoi que ce soit. La mi-temps est arrivée et la conversation s'est naturellement orientée vers les projets pour le week-end à venir. Kelly a mentionné le festival d'octobre à Piedmont Park, quelque chose à propos de vendeurs d'artisanat et de musique live. Nous devrions tous y aller, dit-elle en regardant le groupe. En faire une journée. Je me suis tourné vers Brianna, qui s'était approchée pendant la pause. Ça pourrait être amusant. Qu'en penses-tu? Elle a haussé les épaules, sans vraiment croiser mon regard. Je ne sais pas si je serai là. Je pourrais faire mon propre truc. La réponse m'a frappé comme un coup familier auquel j'avais appris à ne pas réagir. 8 mois de ces moments m'avaient bien entraîné. Mais cette fois, debout là, avec la fumée du barbecue de Roger dans l'air et une douzaine de personnes qui nous entouraient, quelque chose a changé. Je n'étais pas en colère. J'étais juste fatigué de faire semblant. Nous n'avons rien fait ensemble depuis un moment, ai-je dit, en gardant ma voix égale. Ce serait bien de faire des projets en tant que couple. Les conversations près de nous se sont interrompues. Steve a jeté un coup d'œil, puis a rapidement détourné le regard. La main de Kelly s'est figée à mi-chemin de la bouteille de ketchup. Le visage de Brianna est devenu rouge. Elle a posé son verre avec plus de force que nécessaire. Tu sais quoi, Scott? Peut-être que je devrais juste faire tout ce que je veux. Je n'ai pas besoin de permission pour faire des projets. Sa voix a traversé le jardin, claire et tranchante. En fait, peut-être que je devrais juste faire tout ce que je veux. Point final. Le jardin est devenu silencieux. Même Roger s'est arrêté en plein geste, la spatule planant au-dessus du grill. Tout le monde était soudain très intéressé par sa boisson, ses chaussures, n'importe quoi qui n'était pas la conversation qui se déroulait devant eux. J'ai regardé Brianna, je l'ai vraiment regardée, pas de la manière dont je la regardais depuis des mois, en essayant de jauger son humeur ou de prédire sa prochaine réaction. Je l'ai regardée de la manière dont un contrôleur aérien observe une situation devenue critique. Évaluant, calculant, décidant. Tu devrais, ai-je dit. Elle a cligné des yeux. Quoi? Tu devrais faire tout ce que tu veux. J'ai gardé ma voix calme, mesurée, le même ton que j'utilisais pour parler à un pilote nerveux par mauvais temps. Je suis tout à fait d'accord. Commence par te trouver un nouvel endroit où vivre. Le silence qui a suivi était si complet que je pouvais entendre le chien des voisins aboyer à 3 maisons de là. Les yeux de Roger se sont écarquillés. La bouche de Kelly est littéralement tombée. Léa se tenait figée, son téléphone oublié dans sa main. Le visage de Brianna est passé du rouge au rouge vif. Tu es sérieux, là, maintenant? Complètement. J'ai posé ma bière sur la table à côté de moi avec précaution, comme si j'effectuais une action de routine dans une procédure que j'avais mémorisée. Tu menaces de faire tout ce que tu veux depuis des mois. Je suis d'accord avec toi. Tu devrais faire exactement ça, mais ailleurs. Tu ne peux pas juste me mettre dehors devant tout le monde. Je ne te mets pas dehors. Chaque mot sortait clair, factuel, sans chaleur. Je suis d'accord avec toi.
Tu veux faire tout ce que tu veux sans considération. Ce n'est pas compatible avec la vie commune. C'est aussi simple que ça. Elle me fixait, attendant le retour en arrière, les excuses, le moment où je céderais comme je le faisais toujours. Je pouvais le voir dans ses yeux, l'attente que ce ne soit qu'une autre de nos disputes, que je craquerais avant la fin de la soirée. Je me suis tourné vers Roger et Kelly. Merci de nous avoir reçus. J'apprécie. Au groupe en général, dont la plupart faisaient encore semblant de ne pas regarder tout en regardant absolument. J'ai dit, profitez bien du reste du match. Puis je me suis dirigé vers ma voiture. Je ne suis pas parti en trombe. Je n'ai rien claqué. Je suis juste parti, je suis monté dans ma Honda Civic, j'ai démarré le moteur et j'ai conduit les 20 minutes jusqu'à mon appartement à Midtown pendant que les Falcons revenaient de la pause publicitaire sans moi. Derrière moi. Je pouvais imaginer Brianna debout dans le jardin de Roger, attendant que quelqu'un lui dise que j'étais dramatique, que ça me passerait. Je l'imaginais en rire, trouver des excuses, faire ce qu'elle faisait toujours quand ses menaces ne produisaient pas l'effet escompté. Je n'ai pas pensé à comment elle rentrerait à la maison. Peut-être que Léa la ramènerait ou qu'elle appellerait un Uber. Ce n'était plus mon problème, mais je n'ai pas regardé en arrière pour le savoir. Je suis rentré vers 16h30 et je me suis tenu dans le salon de mon propre appartement, le voyant différemment de ce matin-là. Les chaussures de Brianna près de la porte, sa veste drapée sur le dossier du canapé. Son maquillage éparpillé sur le comptoir de la salle de bain. Des preuves de sa présence partout, mais rien de permanent, rien qui ne nous lie. L'appartement était à moi, acheté il y a 3 ans quand j'avais décidé sérieusement de construire quelque chose de stable. Elle avait emménagé 18 mois plus tôt, s'insinuant progressivement dans l'espace jusqu'à ce qu'il semble être notre endroit. Mais ce n'était pas le cas. Le prêt hypothécaire était à mon nom. Les factures de services publics étaient à mon nom. Elle n'avait jamais demandé à être ajoutée à quoi que ce soit. Probablement parce que demander impliquait un engagement, et un engagement signifiait qu'elle ne pouvait pas menacer de partir quand elle en avait envie. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à faire une liste. Pas une liste de colère, pas une liste de vengeance, juste un décompte systématique de ce qui devait se passer. Je passais 8 heures par jour à gérer le trafic aérien à l'aéroport le plus fréquenté du monde, guidant des avions dans le ciel avec rien d'autre que ma voix et mon jugement. Je savais comment gérer une crise. Je savais comment rester calme quand tout s'effondrait. C'était juste une autre situation qui nécessitait une tête claire et une action décisive. Premier point, la documentation. J'ai parcouru mon téléphone, remontant des mois de messages textes. J'ai trouvé celui d'il y a 4 semaines où elle avait écrit « Si tu comptes être nécessiteux, peut-être que je devrais juste trouver mon propre logement et faire tout ce que je veux. » Capture d'écran enregistrée. J'ai trouvé la conversation d'il y a 2 mois où je lui avais demandé de me prévenir quand elle rentrerait tard et elle avait répondu « Je ne vais pas pointer comme si j'étais en probation. Peut-être que je devrais juste aller et venir comme bon me semble. » Capture d'écran enregistrée. Il y en avait des dizaines. Chacun une petite menace, une limite qu'elle repoussait. Un test que j'avais échoué en reculant. Je me disais que j'étais patient. Que je comprenais que l'amour signifiait donner à quelqu'un l'espace d'être soi-même. Mais il y a une différence entre l'espace et le manque de respect. Et j'avais laissé la ligne s'estomper si progressivement que je n'avais pas remarqué quand nous l'avions franchie. Mon téléphone a vibré. Wade, mon frère à Savannah. Je lui ai envoyé une question simple. Si quelqu'un vit chez toi mais n'est pas sur le bail, quelle est la procédure légale pour le faire partir? Il a appelé au lieu de répondre par texto. Que s'est-il passé? Brianna a annoncé devant une douzaine de personnes qu'elle devrait faire tout ce qu'elle veut. Je lui ai dit de commencer par se trouver un nouvel endroit où vivre. Wade est resté silencieux un moment. Puis, il était temps. J'ai besoin de connaître la loi. Combien de temps dois-je lui donner? Est-elle sur le prêt hypothécaire? Des factures de services publics à son nom? Non, rien. Elle a emménagé dans mon appartement. Alors légalement, c'est une invitée. Mais avec la loi de Géorgie, tu ferais mieux de donner un préavis formel. 30 jours, c'est la norme. Ça te protège si elle essaie de compliquer les choses plus tard. Il a fait une pause. Tu es sûr de ça? J'ai regardé autour du salon, cet espace qui ne me semblait plus être le mien depuis des mois. La tension constante de bas niveau avec laquelle je vivais depuis le printemps.
Je t'enverrai un modèle pour la vie par email. Reste simple, factuel, daté, sans émotion, juste les bases. Merci, Scott. La voix de Wade s'est légèrement adoucie. Je suis fier de toi. Je sais que ce n'était pas facile. C'était plus facile que je ne le pensais, ai-je dit, et j'ai réalisé que c'était vrai. Après avoir raccroché, je me suis tenu à la fenêtre, regardant l'horizon d'Atlanta, les lumières qui commençaient à scintiller alors que le crépuscule s'installait sur Midtown. Mon téléphone est resté silencieux sur le comptoir. Pas d'appel de Brianna, pas de texto frénétique me demandant ce que je voulais dire. Elle était toujours chez Roger, probablement convaincue que cela passerait comme tout le reste était passé. Mais ce n'était pas comme tout le reste. C'était le moment où 8 mois de menaces rencontraient enfin quelqu'un qui y croyait. J'ai ouvert une Corona, je me suis assis sur le canapé et j'ai attendu qu'elle rentre à la maison. Elle n'est rentrée que vers 19h. J'ai entendu sa clé dans la serrure. Je l'ai entendue entrer avec cette démarche particulière qu'elle avait quand elle se préparait pour une dispute. J'étais dans la cuisine en train de préparer le dîner pour une personne quand elle est apparue dans l'embrasure de la porte. « Alors, tu as fini ton caprice » a-t-elle dit. Je n'ai pas levé les yeux de mes légumes que je coupais. Je ne fais pas de caprice. Je pensais ce que j'ai dit. Oh, allez. Elle s'est appuyée contre le comptoir, les bras croisés. Tu vas sérieusement faire exploser toute notre relation pour un seul commentaire. J'ai posé le couteau et je l'ai regardé directement. Pas un seul commentaire, des mois de commentaires. Tu m'as dit des dizaines de fois que tu devrais juste faire tout ce que tu veux. Je suis enfin d'accord avec toi. Je ne le pense pas vraiment quand je dis ça. Tu le sais. Alors pourquoi le dis-tu à chaque désaccord que nous avons? Parce que tu essaies de tout contrôler. Tu veux savoir où je suis, ce que je fais. Je t'ai demandé si tu voulais aller à un festival. J'ai gardé ma voix égale. Ce n'est pas du contrôle. C'est un couple qui fait des choses ensemble. Tu vois, tu es contrôlant en ce moment même en me mettant dehors. Je ne te mets pas dehors. Tu as 30 jours. C'est le préavis standard. Largement le temps de trouver un endroit où tu pourras faire tout ce que tu veux. Elle me fixait, attendant une fissure dans ma résolution. Quand elle n'est pas venue, elle s'est retournée et s'est dirigée vers la chambre, claquant la porte assez fort pour faire trembler le cadre. Je suis retourné à la préparation du dîner. Le silence dans la cuisine était différent de ce qu'il avait été depuis des mois. Pas vide, juste calme. Lundi matin, je me suis réveillé à 5 heures pour mon service matinal à la tour. Brianna dormait encore quand j'ai tapé l'avis sur mon ordinateur portable, en suivant exactement le modèle de Wade. Avis de départ, Brianna Caldwell. Cette lettre constitue un avis formel que votre occupation de la résidence prendra fin dans 30 jours, à compter du 28 octobre 2024. Cet avis est fourni conformément à votre intention maintes fois répétée de faire tout ce que vous voulez, indépendamment de ce foyer et de cette relation. Veuillez prendre des dispositions pour un logement alternatif. Scott Pearson, 28 septembre 2024. Je l'ai imprimé, je l'ai placé sur le comptoir de la cuisine où elle le verrait immédiatement, et je suis parti travailler. La tour était un chaos contrôlé ce matin-là. La cohue habituelle du lundi, amplifiée par le temps qui arrivait de l'ouest. J'ai guidé un jet régional nerveux à travers une approche mouvementée, j'ai parlé à un avion cargo pendant sa mise en attente, j'ai coordonné 3 départs en l'espace de 4 minutes. Le travail exigeait une concentration totale, une présence totale. Il n'y avait pas de place pour la distraction quand on est responsable de centaines de vies se déplaçant dans le ciel. Pendant ma pause déjeuner, j'ai vérifié mon téléphone. 14 messages textes de Brianna. C'est insensé. Tu ne peux pas être sérieux. Nous devons parler. Arrête d'être puéril. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça. Parle-moi, Scott. Réponds-moi. Ce n'est pas drôle. Tu réagis de manière excessive. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. Tout le monde pense que tu es ridicule. Appelle-moi. Appelle-moi. D'accord. Peu importe. J'ai tapé une seule réponse. La vie tient. 30 jours. Puis j'ai retourné mon téléphone et je suis retourné au travail. Roger m'a attrapé pendant le changement de service. Kelly m'a dit que Brianna l'a appelé ce matin. On dirait qu'elle panique.
Elle teste pour voir si je vais céder comme je le fais toujours. Et pas cette fois. Roger a hoché lentement la tête. Tu vas bien? Mieux que je ne l'ai été depuis des mois, en fait. Il m'a tapé sur l'épaule. Bien. C'est bien. Mercredi soir, quand je suis rentré de mon service, l'appartement avait l'air d'un décor de théâtre attendant une représentation. Brianna était assise sur le canapé, des mouchoirs en papier froissé à la main, les yeux rouges d'avoir pleuré. Elle m'attendait clairement. Peut-on juste en parler? Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. J'ai posé mon sac de travail. Il n'y a rien à discuter. Il te reste 27 jours. Je t'aime. Je ne veux pas te perdre. Je l'ai regardé. Vraiment? Je l'ai regardé de la manière que j'avais évité pendant des mois. Tu as passé 8 mois à me dire que tu voulais faire tout ce que tu voulais sans mon avis. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la commodité. J'étais juste contrarié quand j'ai dit ces choses. Tu sais que je ne les pensais pas. Tu les as dites des dizaines de fois en 8 mois. À un moment donné, je dois croire ce que tu me dis. Elle s'est levée, s'est approchée de moi comme si elle allait me prendre dans ses bras. J'ai reculé. Ne fais pas ça. Tu ne veux même plus me toucher maintenant. Je suis passé devant elle pour aller dans ma chambre, j'ai fermé la porte et je suis resté là, à l'écouter pleurer de l'autre côté. Une partie de moi voulait ouvrir la porte pour la réconforter, pour tout reprendre. Cette partie avait été aux commandes pendant 8 mois, mais plus maintenant. La semaine suivante s'est installée dans une routine étrange. Nous occupions le même espace, mais nous vivions des vies séparées. Je me levais pour mes services à la tour, j'allais à la salle de sport, je faisais des courses. Elle allait au travail, rentrait à la maison, disparaissait dans sa chambre. Parfois, je la trouvais dans la cuisine en train de préparer le dîner, et elle m'en offrait. Je la remerciais poliment, lui remboursais exactement ma part et je mangeais dans ma chambre. Elle a essayé de créer des moments normaux. A suggéré de regarder notre série ensemble. A demandé si je voulais de la nourriture de notre restaurant habituel. A porté la robe que j'avais dit un jour que j'aimais. Chaque tentative a rencontré la même réponse. Une distance polie, pas de la froideur, juste l'absence de la disponibilité à laquelle elle s'était habituée. Le jeudi, jour 12, Roger m'a envoyé un texto pour me demander si je voulais prendre un café chez Octane à Westside avant mon service de l'après-midi. J'ai accepté, reconnaissant de l'excuse pour sortir de l'appartement. J'étais à mi-chemin d'expliquer de nouvelles procédures d'approche qu'il mettait en œuvre à la tour quand Brianna est entrée avec Léa. Elle m'a vu immédiatement. Nos regards se sont croisés à travers le café. Elle a détourné les yeux la première, a dit quelque chose à Léa, et elles se sont assises à une table près de la fenêtre. Eh bien, dit doucement Roger, c'est gênant. Ça va. Et ça allait. Pas de pic d'anxiété, pas d'envie de partir, juste une reconnaissance neutre que nous étions au même endroit, respirant le même air, vivant des vies séparées. Elle n'arrêtait pas de jeter des regards, attendant, ai-je réalisé. Attendant que je vienne vers elle, que j'initie, que je lui facilite la tâche. J'ai fini mon café, j'ai continué ma conversation avec Roger sur le nouvel équipement qu'ils installaient dans la tour et je ne me suis pas approché de sa table. Après 30 minutes, elle s'est approchée de nous. Scott, peut-on s'il te plaît parler? Juste 5 minutes. J'ai levé les yeux vers elle. Nous vivons ensemble pour encore 18 jours. Si tu as besoin de discuter de la logistique, nous pouvons parler à la maison. Il s'agit de nous, pas de la logistique. Il n'y a pas de nous à discuter. Tu as clairement fait savoir depuis des mois que tu voulais faire ton propre truc. Maintenant, tu peux. Roger s'est agité mal à l'aise. Brie, peut-être devrais-tu lui donner un peu d'espace. Elle a regardé entre nous, le visage rouge, puis s'est retournée et est retournée à la table de Léa. Elles sont parties 5 minutes plus tard. À travers la fenêtre, je l'ai regardée monter dans la voiture de Léa. Elle pleurait. C'était dur, a dit Roger. C'était nécessaire. Jour 15. Je suis rentré du travail pour trouver Frank, le concierge de l'immeuble, dans le hall, l'air inhabituellement incertain. Monsieur Pearson, mademoiselle Caldwell a mentionné qu'elle pourrait avoir besoin d'aide pour déménager bientôt. Dois-je préparer des documents? Elle déménagera d'ici le 28.
Si elle a besoin de recommandations pour des déménageurs, n'hésitez pas à lui en fournir. Bien sûr, acquiesça Frank, son masque professionnel se remettant en place. Chercherez-vous un nouveau locataire? En entrant dans mon appartement, j'ai trouvé Brianna assise à la table de la cuisine avec son ordinateur portable ouvert, des annonces d'appartements couvrant l'écran. Elle a levé les yeux quand je suis entré et j'ai vu une peur réelle dans ses yeux pour la première fois. La plupart des endroits veulent le premier mois, le dernier mois et une caution, a-t-elle dit. C'est presque 5000 €. J'ai posé mes clés dans le bol près de la porte. Tu t'en sortiras. J'ai vécu ici en dessous du prix du marché. Je ne m'en étais pas rendu compte. Elle s'est levée, les mains tremblantes. Et si je promets d'arrêter de dire ces choses? Peut-on recommencer? Tu ne devrais pas avoir à promettre de ne pas menacer de partir. Cela devrait être la base. Les gens font des erreurs. Une erreur, c'est une fois. Tu l'as fait des dizaines de fois en 8 mois. C'est une habitude. Donc, tu dis qu'il n'y a aucun moyen de réparer ça. Je l'ai regardé fixement. Je dis que tu as eu 8 mois pour le réparer. Chaque fois que j'ai mentionné ce que ces commentaires me faisaient ressentir, tu m'as dit que j'étais contrôlant ou nécessiteux. Tu ne voulais pas le réparer. Tu voulais que je l'accepte. Alors c'est tout. 2 ans ensemble ne signifie rien. Cela signifiait quelque chose quand nous voulions tous les deux être ensemble. Tu menaces de partir depuis mars. Je suis juste le premier à le faire réellement. Elle a attrapé son ordinateur portable et son téléphone et s'est retirée dans la chambre. Je l'ai entendu au téléphone quelques minutes plus tard, parlant à quelqu'un d'appartement, la voix tendue par le stress. La réalité s'installait. La situation confortable qu'elle avait tenue pour acquise prenait fin, et aucune manipulation n'allait changer cela. Le jour 21 est tombé un samedi. Aucun de nous ne travaillait. L'appartement semblait plus petit que d'habitude, l'air chargé de mots non dits. Elle avait commencé à emballer lentement, des cartons apparaissant un par un dans la deuxième chambre, ses affaires disparaissant progressivement des espaces communs. En fin d'après-midi, elle m'a trouvé sur le balcon. J'étais assis là depuis 1 heure à regarder la ville, ne pensant à rien en particulier. J'ai trouvé un endroit, a-t-elle dit, à Virginia Island. Je peux emménager la semaine prochaine si je veux. Bien. C'est un quartier sympa. C'est cher. Je paierai presque le double de ce que je contribuais ici. Je n'ai pas répondu. J'ai juste pris une gorgée de ma bière et j'ai regardé un avion tracer sa trajectoire dans le ciel. Probablement un que j'avais guidé en approche plus tôt cette semaine. Je vais être fauché pendant des mois pour reconstituer mes économies. Tu t'en sortiras. Tu t'en fiches? Sa voix s'est élevée. Tu t'en fiches que je vais avoir des difficultés? Je l'ai regardé directement. De savoir si tu as un endroit où vivre. Oui. De savoir si c'est aussi confortable que de rester ici. Non. C'est la conséquence de ton choix. Mon choix. C'est toi qui me mets dehors. C'est moi qui t'ai finalement cru quand tu as dit que tu voulais faire tout ce que tu voulais. Ce n'est pas la même chose. Elle s'est effondrée alors. Vraiment effondrée. S'affaissant dans la chaise à côté de moi, des larmes coulant sur son visage. Je ne veux pas vraiment partir. Je n'ai jamais voulu partir. Je voulais juste. Je voulais que tu arrêtes d'essayer de me contrôler. Te demander si tu veux planifier des choses ensemble n'est pas du contrôle. Me soucier de ton emploi du temps n'est pas du contrôle. Suggérer que nous fassions des activités de couple n'est pas du contrôle. Mais tu as qualifié tout cela de contrôle. Et ta solution était de menacer de partir. À chaque fois. J'essayais juste d'avoir des limites. Les limites, c'est dire que tu as besoin d'espace ou que tu veux maintenir ton indépendance. Les limites, ce n'est pas dire peut-être que je devrais juste faire tout ce que je veux et tu ne peux rien dire à ce sujet. Ce n'est pas une limite. C'est une menace. Et tu l'as utilisée pour clore chaque conversation que tu ne voulais pas avoir. Elle a essuyé ses yeux avec le dos de sa main. Donc il n'y a rien que je puisse faire. Tu en as juste fini. J'ai pris une longue respiration. Si je croyais que tu voulais vraiment être dans une relation avec moi, et pas seulement vivre ici confortablement, tu aurais arrêté d'utiliser cette menace la première fois que je t'ai dit que ça me blessait. Mais tu l'as utilisée davantage parce que ça fonctionnait.
Ça me faisait reculer. Ça te donnait le contrôle. Ce n'est pas un partenariat. Je peux changer. Tu vas changer d'appartement. Le reste dépend de toi. Elle est restée assise là quelques minutes de plus, pleurant doucement, attendant que je m'adoucisse. Je ne l'ai pas fait. Je suis juste resté là, présent mais pas réactif, la regardant sans le vieux besoin de réparer sa douleur ou de gérer ses émotions. Finalement, elle s'est levée et est rentrée à l'intérieur. Je suis resté sur le balcon jusqu'au coucher du soleil, regardant les lumières de la ville s'allumer une par une. Jour 23, 5 jours restants. Je suis rentré tard d'un service particulièrement éprouvant, 3 retards dus à la météo et un atterrissage d'urgence médicale qui a tenu toute la tour en haleine pendant 40 minutes. J'étais épuisé, je ne voulais rien de plus qu'une douche et dormir. Brianna était réveillée. Elle s'est approchée de moi dans la pénombre du salon, a tendu la main vers moi, a essayé de m'embrasser. J'ai reculé. Ne fais pas ça. Tu ne veux même plus de moi. Ce n'est pas une question de vouloir. C'est une question de respect. Tu n'as pas assez respecté notre relation pour arrêter de menacer de partir. Je me respecte assez pour ne pas ignorer cela. Elle s'est effondrée sur le canapé, pleurant à chaudes larmes. Le genre de pleurs qui secoue tout votre corps. Je suis resté là et j'ai regardé. Je ne suis pas parti, je ne l'ai pas réconfortée, j'ai juste attendu qu'elle ait fini de pleurer. Quand elle a finalement levé les yeux, le visage marbré et gonflé, j'ai dit, il te reste 5 jours. S'il te plaît, commence à emballer. Le jour du déménagement est arrivé avec la précision d'une séquence d'approche soigneusement coordonnée. J'avais pris ma journée de congé, m'arrangeant pour être là pour la logistique. Les déménageurs sont arrivés à 9 h du matin, 2 hommes avec un camion, et l'efficacité rodée de gens qui avaient fait ça 1000 fois. J'ai aidé à porter des cartons, j'ai tenu des portes, j'ai dirigé la circulation. Brianna n'arrêtait pas de me regarder, cherchant une fissure dans mon sang-froid, un signe que je me brisais à l'intérieur. Mais ce n'était pas le cas. Je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois, un sentiment d'apaisement, comme si j'avais enfin pris une décision qui correspondait à qui j'étais vraiment au lieu de qui je prétendais être. Le dernier carton a été chargé vers 13 h de l'après-midi. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte de la chambre vide, regardant l'espace qu'elle avait occupé pendant 18 mois. « Scott » a-t-elle dit. « Tu es sûr ?» J'ai posé le carton que je tenais. « Tu m'as dit pendant 8 mois que tu devrais faire tout ce que tu veux. J'ai passé 28 jours à être d'accord avec toi. » Oui, j'en suis sûr. Je suis désolé. Je le suis vraiment. Je sais que tu le es. Maintenant. Je suis désolé qu'il ait fallu en arriver là pour que tu le penses vraiment. Il ne faut pas que ce soit ce point. Nous pourrions encore. Le moment d'être désolé était n'importe laquelle des dizaines de fois où je t'ai demandé d'arrêter. Pas maintenant que tu fais face aux conséquences. Elle a sorti sa clé, celle que je lui avais donnée il y a 1 an et demi, quand emménager ensemble semblait être la prochaine étape naturelle. Elle l'a tenue dans sa paume un moment comme si elle pesait plus qu'elle ne le devrait, puis me l'a tendue. Nos mains se sont brièvement touchées. Elle a levé les yeux vers moi, le mascara bavé, les cheveux tirés en arrière, portant l'épuisement de quelqu'un qui avait finalement épuisé toutes ses options. « J'espère que ton nouvel appartement te conviendra, » ai-je dit. « Je ne sais pas comment faire ça sans toi. Tu trouveras un moyen. Tu es plus forte que tu ne le penses. Tu as juste besoin de garder cette force pour les vrais défis, pas pour repousser les gens qui tiennent à toi. » Le camion de déménagement s'est éloigné du trottoir. Je l'ai regardé tourner au coin, disparaître de la vue, je suis resté dans l'embrasure de la porte vide un moment, sentant l'espace se calmer autour de moi. Puis j'ai fermé la porte. L'appartement était silencieux. Pas vide, juste silencieux. Je l'ai parcouru lentement, remarquant ce qui restait et ce qui était parti. Ses chaussures près de la porte, parti. Sa veste sur le canapé, parti. Son maquillage sur le comptoir de la salle de bain. Parti. J'ai ouvert une bière, je me suis assis sur mon balcon et j'ai regardé Atlanta s'étendre sous moi. Mon téléphone a vibré. Roger. Comment ça s'est passé? J'ai répondu. C'est fait. Tu vas bien? Ouais, je vais vraiment bien. Et je le pensais. 3 semaines plus tard,
fin octobre est arrivé avec un temps parfait pour un festival. Le genre de journée qui vous rappelle pourquoi vous vivez dans le sud. Roger m'avait convaincu d'aller à ce festival de Piémont Park que Kelly avait mentionné en septembre, celui qui avait tout déclenché. Nous nous sommes retrouvés à l'entrée du parc vers midi, un groupe de 6 de la tour, et nos divers conjoints. Le parc était bondé de gens qui parcouraient les stands des vendeurs, écoutaient un groupe de folk sur la scène principale, mangeaient de la nourriture de festival hors de prix et profitaient du soleil. Je riais de quelque chose que Steve disait à propos d'un pilote particulièrement lent avec lequel nous avions eu affaire cette semaine-là quand je l'ai vu. Brianna, debout près d'un des stands d'artisanat avec Léa et une autre femme que je ne reconnaissais pas. Elle m'a vu au même moment. Nous nous sommes tous les deux figés. Puis j'ai hoché la tête, juste une simple reconnaissance. Elle a hoché la tête en retour et nous avons tous les deux continué nos journées respectives. 15 minutes plus tard, j'étais dans la file d'attente à un stand de concession quand elle est apparue à côté de moi. Nous nous sommes tous les deux arrêtés. Un petit moment gênant où aucun de nous ne semblait sûr de quoi faire. « Salut », ai-je dit. « Salut. Comment va l'appartement ? » « Bien. Je m'adapte. » « Bien. » La file a avancé. Nous avons tous les deux avancé avec elle. Cette étrange danse de deux personnes qui savaient tout l'une de l'autre et qui maintenant ne savaient rien. « Tu as l'air en forme », a-t-elle dit. « Merci. Toi aussi. » Une autre pause. Le vendeur a appelé le client suivant. Je me suis avancé, mais avant de commander, elle a dit « Je suis vraiment désolé. Pour ce que ça vaut. » Je l'ai regardé. Elle le pensait. Je pouvais le voir dans sa façon de se tenir. L'absence de l'ancienne attitude défensive. Je sais. J'espère que les choses s'arrangeront pour toi. Et je le pensais aussi. Elle a hoché la tête. Quelque chose comme une compréhension est passée entre nous. Puis j'ai commandé ma boisson, j'ai payé et je suis retourné vers mon groupe. Je n'ai pas regardé en arrière pour voir si elle me regardait. Je n'en avais pas besoin. Kelly est apparue à mon coude alors que je rejoignais le groupe. « Ça va ? » C'était bien. Tu gères tout ça remarquablement bien. Je le gère comme j'aurais dû le gérer il y a 8 mois. Roger m'a tendu un programme pour le calendrier des concerts. Qu'est-ce que tu veux aller voir maintenant ? Tout, ai-je dit. Voyons tout. Ce soir-là, je me suis assis sur mon balcon avec une bière, regardant le soleil se coucher sur Atlanta. La ville s'étalait sous moi, les lumières commençaient à scintiller alors que le crépuscule s'installait. Mon téléphone a vibré avec un texto de Roger. Content de t'avoir vu aujourd'hui. Tu vas bien ? J'ai répondu, ouais, vraiment bien. Et je l'étais. Pendant 8 mois. Je pensais qu'être patient signifiait accepter tout ce qu'elle me lançait. Que l'amour signifiait absorber les menaces et revenir pour en avoir plus. Je pensais que si je restais calme, stable, si je ne réagissais pas, elle finirait par se sentir assez en sécurité pour arrêter de me tester. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Elle ne testait pas si je l'aimais. Elle testait si je m'aimais assez pour partir. Et pendant 8 mois, la réponse était non. Le problème avec les menaces, c'est qu'elles fonctionnent jusqu'à ce qu'elles ne fonctionnent plus. Vous pouvez menacer de partir 100 fois et si l'autre personne recule à chaque fois, vous apprenez que vous pouvez continuer à le faire. Mais au moment où elle dit « D'accord, vas-y », c'est là que vous découvrez si vous vouliez vraiment partir ou si vous vouliez juste le contrôle. Elle voulait le contrôle. Je voulais une partenaire. Ce ne sont pas des choses compatibles. Je ne la déteste pas. Je ne suis même plus en colère. Je suis juste soulagé. Soulagé d'avoir enfin entendu ce qu'elle disait vraiment au lieu de ce que j'espérais qu'elle voulait dire. Soulagé d'avoir arrêté de me faire plus petit pour qu'elle se sente plus grande. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour quelqu'un est de le laisser subir les conséquences de ses choix, même quand ça fait mal, même quand il réalise finalement qu'il ne le pensait pas. Parce que peut-être que la prochaine fois, avec quelqu'un d'autre, il ne fera pas de menaces qu'il ne pense pas. Peut-être qu'il réalisera que les mots ont de l'importance. Que les relations exigent de la considération. Que faire tout ce que je veux sonne comme la liberté mais ressemble à de la solitude. J'espère qu'elle apprendra cela. J'espère qu'elle trouvera quelqu'un qui lui donnera envie de le considérer sans se sentir contrôlé.
J'espère qu'elle deviendra quelqu'un qui n'a pas besoin de menacer de partir pour se sentir indépendante. Mais c'est son parcours maintenant, pas le mien. Le mien, c'est d'être assis ici sur mon balcon à boire cette bière, à regarder le soleil se coucher sur une ville pleine de possibilités. Pas quelqu'un qui menace de partir chaque fois que les choses deviennent inconfortables. Elle a dit qu'elle devrait faire tout ce qu'elle voulait. J'ai été d'accord. Il s'avère que c'est exactement ce dont nous avions tous les deux besoin. J'ai fini ma bière, j'ai posé la bouteille vide sur la petite table à côté de moi et j'ai souri légèrement. Lundi, je serai de retour à la tour, guidant des avions dans le ciel, faisant le travail pour lequel j'étais doué. Le travail qui exigeait une main sûre et une voix calme et la capacité de prendre des décisions sous pression. Ce travail m'avait toujours semblé naturel. Il s'est avéré que l'application de ces mêmes compétences à ma vie personnelle était aussi naturelle. Une fois que je me suis enfin autorisé à le faire. Je me suis levé, j'ai ramassé ma bouteille vide et je suis rentré à l'intérieur pour commencer la semaine à venir. Et voici ce que notre équipe pense que vous devriez réellement retenir de cela. Vous savez ce qui est intéressant? Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle voulait l'indépendance, qu'elle voulait faire tout ce qu'elle voulait, qu'elle ne voulait pas se sentir contrôlée. Mais regardez ce qui la faisait réellement se sentir contrôlée. Lui demandant si elle voulait aller à un festival ensemble. Lui se demandant si elle pouvait le prévenir quand elle rentrerait tard. Lui suggérant de planifier un week-end en couple. Ce ne sont pas des comportements de contrôle. Ce sont des choses normales dans une relation. Ce qu'elle voulait vraiment, c'était vivre avec lui, profiter du loyer inférieur au marché et de la stabilité, mais ne jamais avoir à le considérer dans aucune de ses décisions. Elle voulait tous les avantages d'un partenariat sans la partie réelle du partenariat. Et quand il a finalement dit « d'accord », va être indépendante ailleurs. Soudain, elle a réalisé que l'indépendance signifiait payer son propre loyer, gérer ses propres cautions et ne pas avoir quelqu'un sur qui compter. Les larmes et les excuses n'ont pas commencé quand elle l'a blessée. Elles ont commencé quand elle a fait face à de réelles conséquences. Cela vous dit tout ce que vous devez savoir pour savoir si elle était vraiment désolée ou juste désolée d'avoir été prise à son propre jeu. La leçon. Le vrai remords vient avant les conséquences, pas après. Si quelqu'un ne s'excuse que lorsqu'il perd quelque chose, il n'est pas désolé de vous avoir blessé. Il est désolé pour lui-même. Avez-vous déjà vu quelqu'un ne s'excuser que lorsqu'il a réalisé que la manne était terminée? Partagez votre expérience ci-dessous.